Stockholm, le 20 février 1970. Maman, hier matin, j'ai rencontré un réalisateur italien. Nana m'a dit, mon chéri, il faut absolument que tu passes cette audition-là. Elle le connaît bien, Nana. Enfin, ses films, pas lui personnellement. Elle dit que c'est un maestro, le plus grand maestro d'Italie. Alors on est allé au Grand Hôtel où il recevait. La veille, j'ai mis du temps à m'endormir, j'avais hâte de venir. S'il me prend, on ira en Italie. Grand hôtel, ou plutôt immense hôtel, immense suite. Il y avait là d'autres gars à attendre, on faisait la queue, mais c'était rapide. On m'a vite fait entrer dans sa chambre où il était assis, au fond, sur un canapé, à côté d'une dame. Il m'a demandé mon âge. Il parlait français à la dame qui devait l'être française. J'ai compris qu'il me trouvait grand, il l'a dit d'emblée. Il est très grand pour son âge. Il disait aussi, il est très beau, et m'a demandé de tourner la tête. Il faisait des gestes pour m'indiquer ce qu'il voulait pendant que la fille traduisait en suédois. « Tu as des photos ?» il m'a demandé. « Tu as des photos ici avec toi ?» J'ai fait non de la tête et senti sa déception dans la voix. La fille m'a dit ensuite qu'il voulait me voir marcher de long en large dans la pièce pour voir si je savais le faire, marcher, comme les mannequins sur un podium. Je me sentais con, et en même temps c'était marrant. « Quanto è alto !» il s'exclamait. « Quanto è alto !» Comme il est grand. « Molto bello !» il continuait. « Molto bello !» Je devais regarder la caméra, regarder et sourire. Il a demandé à la fille « Quel âge a-t-il » Je crois que ça s'est bien passé. Enfin, j'espère. Il y a des jours où la vie passe si lentement que certains ne contiennent pas assez de temps. Ces jours où l'envie de grandir me ferait tout pour donner pour être adulte. Enfin, libre et grand, enfin. J'ai envie d'en découdre. Tu me manques, mais tu t'en doutes. Björn. Grand Hôtel de Stockholm, le 19 février 1970. Maria, amore, habemus angelum. La fumée peut s'envoler dans le ciel de Rome. Celui que je cherchais dans le monde entier depuis des années m'est apparu ce matin. Il aura fallu traverser la Hongrie et la Russie avant de le trouver ici enfin. Il s'appelle Björn. Il est venu accompagné de sa grand-mère qui, je l'ai compris d'emblée, veut faire de lui une célébrité. L'enfant est très blond, comme le sont les Suédois, grand, trop pour ses 15 ans, et ça m'embête. Mais on oublie vite les défauts de ceux qu'on aime. Il est l'enfant de l'Aurige de Delphes et d'un tableau de Burne-Jones. Crois-tu que j'exagère ? Pas une seconde. Je ne connais pas un mot de sa langue et lui, bien sûr, ne parle pas la nôtre. En silence, il a d'abord marché. Pas un instant ses joues n'ont rosi, pas même quand je lui ai demandé de se déshabiller. De long en large, il a arpenté le salon de la suite et tourné sur lui-même après avoir enlevé son pull à col roulé. Tu aurais vu ses dents, amore, tu t'en serais pâmé, toi que la beauté a choisi, à qui tu as consacré ton art et ta vie. Je t'adresse ces premiers mots à la cavalcade dans l'excitation d'un chercheur d'or. Mon périple doit m'emmener maintenant à Varsovie, à Munich et à Helsinki d'abord les jours prochains, et je ne vais pas annuler. Je vais m'y rendre pour être sûr, pour que le visage de Björn terrasse tous les visages du monde. Cela doit te paraître, comme dirait Proust, bien salaïste. Je suis pressé et je dois redescendre, on m'attend. Adieu. À présent, il me faut mettre tous ces petits papiers à la poste. Je t'envoie mon affectueuse pensée et mon admiration inaltérée. Et comme toujours, je t'embrasse. Fiévreusement, Lucchino. PS, envoie-moi ta réponse à Rome, que je trouverai à mon retour. Raconte-moi comment s'est passée la projection de Médée. Ce vieux Pasolini a-t-il été à ta hauteur ? J'ai hâte de voir le film et plus encore de t'entendre de vive voix. Si tu sais combien je t'ai pu cacher ma réticence envers ce projet, j'espère que tu as pardonné ma franchise. Surtout, j'espère que je me suis trompé. Le rôle n'était-il pas trop lourd ? C'est dangereux, Médée au cinéma. D'autant qu'après tout, c'est ton premier film et Pasolini est un poète, pas un grand metteur en scène. Et puis il m'a demandé d'enlever mon pull. Au début, j'ai pas compris, j'ai dit « Quoi ?» du regard. Alors la fille a répété « Oui, il faut enlever ton pull. Signore Visconti aimerait te voir sans ton pull. » Et j'ai pensé à maman.
Elle aurait sans doute été contente que je sois là. En tout cas, pour Nana, c'est un grand truc, hein, et c'est pas n'importe qui. Alors j'ai dit oui, enfin non, j'ai rien dit, et j'ai enlevé mon pull. Oui, voilà, comme ça, marche comme ça, là voilà, il disait. Un peu de temps après, il s'est énervé. Je ne savais pas si c'était parce que je marchais mal, mais j'ai continué. Il s'impatientait, il gueulait « Mario, photo, Mario !» Après mon pull, j'ai enlevé mon t-shirt. « Allez, allez, on enlève tout. Oui, oui, le t-shirt aussi. C'est pour mieux me voir, il disait. Et puis, le pantalon. » En caleçon, j'ai posé contre un mur. « Quel playboy !» il s'exclamait. « C'est bien, c'est très bien, tu es un playboy. » Je fixais l'objectif, le visage légèrement tourné dans un sens, dans l'autre, la tête légèrement penchée vers le bas, vers les hauts. Et on sourit, on continue de sourire, on est content d'être là. Les spectateurs sont venus te voir, ils demandent de te voir, ils t'admirent, ils sont là pour toi alors. Tu dois les remercier, leur dire merci d'être venus pour moi, pour nous, pour l'histoire qu'on vous raconte, le rêve qu'on vous offre. Non, ne relève pas la tête, enfin pas trop, garde-la baissée, encore un peu. C'est du rêve qu'on leur donne. C'est plus grand qu'eux. C'est plus grand que la vie, le cinéma, tu sais ? Mario, qu'est-ce que tu fais ? N'arrête pas les photos. Ils sont venus échapper quelques minutes à leur vie. Tu vas voir ce qu'on va faire ensemble, Björn. C'est la vie, en mieux. Varsovie, le 27 février 1970. Maria. Mon esprit est si obsédé par l'enfant suédois que ce voyage n'a plus de sens. Je reprends l'avion demain, à jamais Romipet. Peut-être as-tu déjà adressé via Fleming une réponse à ma dernière lettre aussi. Excuse-moi si c'est le cas de ne la prendre ici en compte. J'ai envie d'être à Venise. J'ai envie de commencer le tournage au plus vite. Il me tarde tout autant de retrouver les rives du lac de Côme. La Villa Erba me manque cette nuit. Suis-je devenu fou à parcourir le monde ? Je lis les critiques. Visconti filme la décadence. Il s'attache au lustre qui pâlit, aux fissures des murs qui craquellent. Visconti a renoncé à ses ambitions, à la défense des démunis. Le rouge du conte n'est plus si vif, qui s'efface dans les étoffes de son passé. Peut-on encore le croire vraiment communiste ? Ah Maria, je voudrais tout balayer. Peut-être ont-ils raison, peut-être que je m'obstine, que je ne sais finalement faire que ce que je connais. Peut-on ambitionner vraiment davantage ? Pendant l'écriture de Mort à Venise, ce n'est pas à la mère de Taddeo que je pensais, ni à celle de Thomas Mann, mais bien à la mienne, ma mère que j'avais lue plus tôt dans l'Angelica de Lampedusa. Silvana Mangano fera de Donna Carla le double parfait. Je pense à nos vacances sur la plage du Lido, quand nous prenions au premier dard de l'été possession de nos cabines, quand le soir tombant, entourée de son armée de gouvernantes, elle m'appelait, alors qu'au loin, bercé par les flots, je peinais à l'entendre. Ma mère à l'abri de son ombrelle, voix sourde et perdue parmi les vents. Venise, le 12 mars 1970. Maman, Nana avait raison. Tout est si beau quand on a le sentiment de ne jamais regarder suffisamment les choses, comme si on ne savait vraiment les voir. Et peut-être que 2 mois ici ne suffiront pas, je sais ma chance. On a commencé le film ce matin, au Grand Hôtel des Bains, où ma chambre est 3 fois plus grande, ou 4 ou 5 qu'à la maison. Pour le moment, je ne fais rien, mais c'est normal. On m'a dit que c'était souvent comme ça sur les plateaux de cinéma, que tu passes ton temps à attendre. Alors j'ai observé les décors, les vêtements. J'aurais un costume de bain à rayures, comme dans le temps. Lucchini a pas mal reproché à Dirk sa façon de marcher. Je ne comprenais pas ce qui clochait, mais visiblement Dirk ne marchait pas bien. « Tu marches comme un vieux », il lui a répété plusieurs fois, très en colère. Nana est de bonne humeur et filme en Super 8. Elle se prend elle aussi pour une cinéaste. Et tout le monde est sympa. Tout va bien donc. Et si je suis excitée, c'est juste assez. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, maman. Je suis un acteur de cinéma. Je t'aime. Björn. Venise, le 12 mars 1970. Helmut, mon chéri. Premier jour de tournage achevé. On est là pour 2 mois au moins. Aussi, pour l'heure, tout le monde prend ses marques. Le petit s'amuse, mais c'est bien ce que je lui demande. Sous ses yeux, de légers cernes le vieillissent un peu, juste ce qu'il faut pour lui donner l'air fatigué de qui n'a pas dormi. Dirk est aux petits soins. Je les ai même vus déjà rire ensemble.
Björn lui a tenu l'avant-bras quelques secondes en lui racontant quelque chose, une blague sans doute, je n'entendais pas. Et Bogard le regardait, immobile, avec admiration. Dirais-je qu'il est particulièrement consciencieux et se confond déjà avec son personnage? Peut-être commence-t-il lui-même à être fasciné. Pour le garçon, mes instructions seront simples. Il s'agira d'avancer, par ici ou par là, de jeter des regards brefs en direction de celui qui en rêve. On ne doit surtout pas l'entendre. Sa présence est pareille à celle d'un mirage ou d'une ombre. Tu le verrais dans son costume de marin. J'observe les attentions dévouées, les sourires en coin et entendu que les cadreurs s'échangent. Il faudrait être aveugle, mon chéri, pour ne pas être ébahi. Aussi, je ne dis pas que je saurais tous les jours faire preuve de philosophie. Baci, Lukinaccio. Ce premier jour m'a crevé. C'est toujours crevant de ne rien faire. Visconti m'a demandé de venir m'asseoir à côté de lui. Je pensais aller retrouver Nana, mais il m'a dit « Björn, ce soir, ce que je te propose, c'est que nous passions la soirée ensemble. Il nous faut travailler et puis aussi faire connaissance. Raconte-moi ta vie. » Il me parlait lentement en anglais et articulait pour se faire comprendre. « Raconte-moi ce que tu fais chez toi en dehors de l'école, en dehors du cinéma. Tu as bien d'autres passions que d'autres loisirs, non? Tu as des copains, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais avec tes copains? Tu as peut-être même une petite copine, tu as bien l'âge pour une girlfriend. » C'est difficile à dire, au fond, sa passion, et je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Oui, il y a le cinéma, mais qui s'est fait un peu comme ça, par hasard. Est-ce que le cinéma est ma passion? Je me demandais. Après tout, j'ai vu aucun de ses films à lui. Peut-être que si c'était ma passion, j'en aurais vu, et ma présence ici aurait plus de sens. Je commençais à mouliner, alors je bredouillais d'autant que je n'étais pas sûre d'avoir tout compris et devais répondre en anglais, à mon tour. C'est-à-dire que je ne sais pas trop, enfin, je veux dire, oui, je vois mes copains, on fait du vélo, on fait pas mal de vélo pour se rendre les uns chez les autres, surtout quand les parents sont pas là, je dis. Et alors, on peut faire un peu ce qu'on veut, un peu tout et rien. On joue, on cause, on se marre, quoi. Ah oui, et surtout, j'aime la musique. Je fais du piano. A lot of piano. Je vois, il dit, je vois, c'est bien. Puis la question que je redoutais. Tu as vu mes films? Les damnés. Tu as sans doute vu Les damnés, l'année dernière. Ou Bellissima. Tu as peut-être vu Bellissima. Ah non? Bravo. C'est très bien. C'est parfait, cette fraîcheur, cette pureté. Je voyais de près ses cheveux poivre et sel peignés vers l'arrière, ses lèvres absentes, ses sourcils en accent circonflexe qui lui donnaient un regard d'aigle. « Allez, maintenant, je veux t'écouter. Allons dans ma chambre, » il me dit. « Tu vas lire à voix haute le texte de Mann. J'ai un exemplaire en allemand, mais tu peux lire en allemand, pas vrai? Ça ne changera pas grand-chose de toute façon, tu vas voir. J'ai pensé, la soirée va être longue. J'avais envie de retrouver Nana et j'avais faim. Je m'assis par terre à peine entré, dos contre son lit. Il me fit un grand sourire en me tendant le livre. Pas question de perdre une minute, je commençais, ouvrant la première page. Par un après-midi de printemps de cette année... Il m'arrêta tout de suite. Non, 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 pas comme ça. Je vais le faire et tu répéteras après moi. Écoute bien. Par un après-midi de printemps de cette année 1900, qui des mois durant sembla menacer si gravement la paix de l'Europe, Gustav Aschenbach, ou von Aschenbach, était parti de son appartement de la rue du Prince-Régent à Munich. Tu vois, je n'y mets aucune intention. Ma voix est blanche, ni trop basse. Aucune syllabe n'est soulignée, aucun mot ni groupe de mots n'est coupé. Vas-y, par un après-midi de printemps, voilà, c'est ça. Je veux que ton silence dans le film soit empreint du même détachement, de la même absence d'intention. Je veux que tu ne penses pas. J'en avais marre, j'ai dit, ok, je vois.
Je pensais que ça s'arrêterait là, mais il en voulait encore. Au bout d'un moment, je me suis mis à bâiller, enfin, à me forcer à bâiller pour qu'il comprenne. Je me tenais la tête, m'avachissais, mais rien n'y faisait. Je continuais de lire quand il m'interrompit de nouveau. « Tu m'émeus », il me dit. « Tu es émouvant et rare. Tu le sais ? Ne change jamais. » Je sentais le rouge me monter aux joues et les gencives me picoter. Elles me picotent toujours quand je stresse ou je suis gênée, je ne sais pas quoi dire. Ça me faisait plaisir, bien sûr, tellement plaisir que j'avais du mal à y croire. Il continuait. « Je peux te demander ça ? De ne jamais changer ? » Non, bien sûr. Mais il faudrait que tu ne tournes jamais rien d'autre que notre film. Que Tadzio reste Tadzio, seulement Tadzio, l'unique enfant venu du Nord. Tu pourrais me le promettre, ça, de ne tourner rien d'autre après moi, pour le bien de ce que tu es en train de lire, pour le bien de mon œuvre. Il n'attendit pas de réponse et frappa dans ses mains. « Bien, demain tu n'auras pas encore de scène, alors j'aimerais que tu viennes sur le plateau t'asseoir à côté de moi. Tu veux bien ?» Venise, le 24 mars 1970. Cher Horst, je réponds à ta lettre depuis la brouillasse de Venise, une ville pleine de fantômes, écrit D'Annunzio. Ce sont les miens que je traîne ici de fantômes, mais le tournage se passe bien. Je filme le visage d'un ange ramené de Suède. Il a 15 ans et la beauté divine. Il est très docile. Il se plie à tout ce que je lui demande. Il me fait gagner beaucoup de temps. Il a sans doute conscience d'être novice aussi, il ne conteste rien. Voilà un modèle qui, à coup sûr, t'inspirerait. Je ne crois plus une seconde à la culpabilité du désir et récuse depuis longtemps la sentence du Lévitique. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, etc. Mais sans doute, Mann l'avait-il à l'esprit. Si le vieil Aschenbach meurt de son désir pour Tadzio, alors c'est le monde entier que je veux tuer. Je me retourne au plateau et au jeune garçon que je ne veux pas laisser seul trop longtemps. Je l'envie. À son âge, on se construit des souvenirs pour la vie. Mais en a-t-il conscience ? Venise, le 20 mai 1970. Maman. Tournage aujourd'hui de la dernière scène. Visconti m'a parlé de Nietzsche, lentement, comme à son habitude, pour que je comprenne. Il répétait « Tu es Apollon. Toi, tu es Apollon et tu dois tuer Dionysos. Dionysos, c'est Aschenbach, le musicien tué par la beauté. Toi, Björn, tu es Apollon et tu tues le musicien. Mais si tu restes planté là comme ça, ce n'est pas Dionysos que tu vas tuer, c'est tout mon film. Ta petite gueule ne suffit pas. Il faut que tu prennes conscience de la chance que tu as, il gueulait. Il faut que tu nous donnes envie. Il faut que tu me donnes envie. As-tu jamais pris conscience de ce que tu fais, de ce qu'on fait ? J'espère que je ne me suis pas trompée sur toi. Autour de nous, les rares techniciens qui restaient regardaient leurs pieds comme s'ils n'avaient rien entendu. À voix basse, presque en chuchotant, ayant peut-être pris conscience du spectacle qu'il venait de donner, Visconti s'est penché sur moi et m'a dit « Tu sais, il y en a d'autres, hein, et il y en aura toujours d'autres. Des garçons blancs et blonds et beaux et qui veulent jouer avec moi. Des garçons que je pourrais admirer aussi, à qui je pourrais donner une chance. Il n'est jamais trop tard dans la vie, jamais, la file d'attente est longue. Et j'aurai l'embarras du choix. Alors il va falloir être gentil et m'écouter. Maintenant, il va falloir faire un effort. » J'étais incapable de bouger. Il a vu que je me retenais de pleurer, alors il a tourné les talons. Ce soir, pas un mot n'a été prononcé. En ce dernier jour, comme tous les autres avant lui, je me suis mis dans la peau des acteurs, juste avant la scène, afin de leur indiquer la marche à suivre. Je veux toujours leur montrer physiquement l'image que j'ai en tête, afin qu'ils puissent scrupuleusement la reproduire, comme un dessin à colorier sans dépasser du cadre. Ainsi, je me suis placé tout à l'heure dans le dos de Björn, et j'ai pris son bras. Plutôt, j'ai pris sa main, ma paume sous la sienne,
et je l'ai levé, pointé au loin. Tadzio désignait l'horizon. Björn se tenait contre moi, maigre et fragile, les os coupants, et j'ai senti là l'odeur de sa nuque au duvet blond, de ses cheveux au goût de sel. Je lui ai demandé de compter jusqu'à 15, de rester là un long moment. Alors j'ai compté avec lui jusqu'à 15 avant que sa main ne redescende et ne lâche la mienne. Me sont revenues les noces de Camus, mon cœur bondissant de jeunesse et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. Je lui offrais l'Adriatique, le ciel et la mer, le monde à venir. J'aurais pu ne pas compter avec lui, simplement lui dire de le faire plus tard quand la caméra tournerait, mais il me fallait m'assurer de sa lenteur, du temps qu'il devait mesurer et que je prenais avec lui seulement, à cet instant. Il ne dit pas un mot, attentif et presque nu. Son maillot de bain soulignait les petits muscles de ses bras, de ses cuisses, ses fesses à ma ceinture. J'ai senti dans mon cou les souffles mêlés du cinéma et de l'extase. Cannes, le 23 mai 1971. Maman. Projection devant un parterre de stars. Tonnerre d'applaudissements avant la conférence de presse où je n'ai rien compris. Mais tout le monde me complimente de tous les côtés. Qu'il est beau, bravo, monsieur, bravo, jeune homme, vous irez loin. Et puis, j'ai parlé avec Romy Schneider. Lucchino la connaît. Je t'ai dit qu'il connaît la terre entière. Je t'ai dit aussi que la reine d'Angleterre était là lors de la première à Londres, il y a quelques semaines. Ce soir, Lucchino et Dirk ont prévenu de m'emmener avec eux. M'étonnerait que ce soit un truc pour Nana. J'ai cru comprendre qu'ils voulaient faire la fête toute la nuit. Je t'embrasse. Björn. Cannes, le 24 mai 1971. Caro mio, le stress est retombé. Le plus beau garçon du monde fut, tu t'en doutes, acclamé. Standing ovation interminable. Je n'ai pas compté combien de minutes on a applaudi, on l'aura fait pour moi. On a dîné ensuite avec Dirk et d'autres à l'hôtel. Romy était là aussi. Les bouteilles de champagne défilaient, commandées par Robert en producteur comblé. Dirk voulait sortir ensuite et tentait de convaincre tout le monde. Il connaissait une boîte de garçons. Il fallait y emmener Björn. Première difficulté, traverser la ville. Les photographes l'attendaient à la sortie du Martinez et le petit était apeuré. Qu'est-ce qui peut être sérieux ? Il ne parle presque pas. Une fois là-bas, il était tout penaud. On a pourtant fait attention à le mettre à l'aise, à dire qu'il y avait là plein d'amis qui s'intéressaient à lui. N'est-on pas joyeux quand on a 16 ans ? J'ai peut-être oublié. À mon âge, en revanche, ce genre d'endroit n'est plus qu'agression. Je ne suis pas resté jusqu'au bout, la musique m'a déprimé. J'ai laissé le petit avec Dirk et ses amis. J'espère que Bogard a fait attention. Je vais le retrouver ce soir si sa gueule de bois le permet. Comment vas-tu, toi, mein Schatz ? Raconte-moi ton tournage. Que ton film en ce moment s'appelle « Un beau monstre » me ravit dès que j'y pense. Je suis certain que tes adorables penchants te permettent de jouer encore une fois sans forcer le plus convaincant des pervers. Je t'embrasse, mostro mio, Lucchino. PS. J'ai appris par un télégramme de Balthus, hier, la mort de son fils il y a 1 mois. L'enfant n'avait que 4 ans. Je partage avec lui le même goût du détail. Balthus peut passer des années sur une toile. Le même goût aussi, je crois, de l'inaccompli. Il ne peint que l'adolescence, dont le corps n'a pas encore éclipsé son mystère. Cannes, le 24 mai 1971. Maman. Pour la première fois de ma vie, je suis sortie en boîte. Lucchino est venu me chercher hier soir, il était pressé. Alors j'ai vite embrassé Nana et sauté avec lui dans le taxi qui nous attendait devant l'hôtel. On est en retard, il dit au chauffeur. On est attendu, dépêchez-vous. De part et d'autre de la route, la Méditerranée scintillait, les immeubles défilaient, les lampadaires projetaient les ombres des palmiers. Pendant quelques secondes, j'ai pensé laisser derrière moi tous ceux que je connaissais, toi comprise. La joie grouillait dans mon ventre, dans ma poitrine, mon cœur bondissait. Je voulais pouffer et m'empêchais.
Comme quand on est en classe, on retient un fou rire, et sans doute l'a-t-il vu. Les maîtres voient tout. Sur place, un monde fou, musique à fond, salle immense et sombre, aux murs rouges. Dire que les autres nous attendaient. On avait une table un peu en retraite, tout le monde était aux petits soins et nous observait. Beaucoup de gars sur la piste étaient torse nu et s'embrassaient, les langues sorties. J'ai cru qu'ils voulaient me sauter à la gorge ou à la ceinture. Si tu étais vivante, je ne te raconterais jamais ces détails. Un moment, je me suis dit que j'étais là pour ça, que Lucchino et les autres m'avaient emmené là comme une statuette à exposer ou à offrir. Faites ce que vous voulez du gamin. Pourquoi sinon? Qu'est-ce que je foutais là? Aucun son ne sortait de ma bouche. De toute façon, on ne m'aurait pas entendu à cause de la musique trop forte. Alors ils n'y ont vu que du feu. Je me forçais à sourire au milieu des corps. Je ne pourrais pas dire qu'ils dansaient, plutôt qu'ils se frottaient entre eux. Je répète, hein, c'était pour le sexe que les mecs étaient là, pas pour s'amuser. Enfin, sûrement que certains s'amusaient, mais on n'aurait pas dit. J'en sais rien après tout, c'était peut-être une boîte faite pour niquer. J'en ai vu qui s'astiquaient vraiment en bas sur les canapés quand je suis allée pisser. Ah, plus jamais de ma vie, tu m'entends? Plus jamais. Viens me chercher. Je suis épuisée. Je sais bien que tu peux pas venir me chercher. C'est aussi parce que tu es morte que je te le demande. Ils ont voulu me faire boire du champagne hier soir. Il fallait fêter la sortie, la joie, les applaudissements. Alors, j'ai accepté le premier verre qu'on m'a donné et je me suis plus arrêtée. J'ai bu tout ce qui me passait entre les mains. Je déteste danser, alors c'est pas là que j'allais m'y mettre. Et puis, comment faire semblant d'être bien, d'être détendu, alors que t'as juste envie de crever et de te barrer? J'ai dû passer un temps fou accoudé au bar, de peur de ne plus rien avoir dans mon verre. Ça donne une contenance d'avoir un verre à la main. Ça occupe, ça fait plus mature, pilier de bar, habitué. Autrement, des gens seraient venus me demander ce que je faisais là, enfin, j'espère. Pendant un long moment, j'ai cru être peinard. Jusqu'à ce qu'un gars m'approche. J'ai fait comme si je voyais pas, que j'entendais pas, je voulais pas le regarder. Hey, il dit, tu t'appelles comment? Moi, c'est Jacques, enchanté. Un gars encore assez jeune, 30 ans, je dirais. Enfin, peut-être dans le fond, plus, j'en sais rien. Il insistait. Hey, c'est quoi ton prénom? T'es sourd et muet? Il a agrippé le siège à ma gauche et il s'est tourné vers le barman. Allez, mets-nous 2 gin tonics, s'il te plaît. Puis à moi. T'inquiète, je suis gentille, je vais te mettre à l'aise. Les gins sont arrivés en moins de temps qu'il lui en avait fallu pour commander. Mais attends, je te reconnais. T'es le gars de Mort à Venise, pas vrai? J'étais dans la salle, j'ai vu la projo. Ton prénom, c'est André, je crois? Ou Andrea, c'est ça, non? Allez, dis-le-moi. J'ai dit, yes, bingo, bravo, t'as trouvé, t'es content? Oh, on se calme, ça y est, monsieur est une star de cinéma, monsieur se la raconte déjà. Faut redescendre, mon petit gars, c'est pas avec des chevilles gonflées comme ça que tu vas courir longtemps, hein? Enfin, c'est ce que j'ai interprété. Peut-être qu'il disait rien de tout cela puisque je comprends pas le français. Il m'a fait sourire, alors je me suis détendue et puis je me suis défendue. Non, c'est pas que je me la raconte, c'est que j'aime pas cet endroit. Je comprends pas comment on peut aimer ça, ça me dépasse. Mais c'est pas grave, je voulais couper court, fatiguée de parler anglais. Ah oui, continuez en anglais, à son tour. Il y a plus grave, mais tu m'as l'air un peu trop jeune pour être malheureux. Peut-être que c'est parce que t'es trop beau. Je veux pas te poser la question qu'on doit te poser toute la journée. Qu'est-ce que ça fait d'être aussi beau? Parce que je pense que je connais la réponse. Hein. Non pas que ça me concerne, c'est pas mon cas, mais je veux dire, je pense que ça doit pas être facile. Enfin, c'est seulement ce que je pense. Hein. Peut-être que c'est agréable, enfin que ça te plaît de plaire à tout le monde, mais ne me réponds pas. Hein. Je présume que t'as pas envie de me répondre ça. Enfin, purée, le nombre de mecs qui vont se palucher en pensant à toi, ça doit faire bizarre quand même, non? J'ai failli me lever. Bien vu. Pas envie de te répondre, je dis. Un deuxième point pour toi, et je confirme, ça ne te concerne pas. L'assurance qu'offrait l'alcool me plaisait. J'ai pensé qu'on allait se battre, qu'il allait au moins me cogner un peu et que cette histoire me ferait dégager. Mais non, le gars, il s'est mis à rire. Ah ouais, t'es peut-être malheureux, mais au moins t'as confiance en toi, c'est bien. Bah, moi non plus, j'aime pas cet endroit. Chaque année, c'est la même chose. On s'en va? Allez, viens, ça suffit, finis ton verre, je t'emmène. Je connais un endroit qui sera bien mieux. Au moment de me lever, je crois avoir vu Visconti et un autre mec dans le fond nous observer, mais je voyais déjà flou.
Ensuite, trou noir. Quand j'ai rouvert les yeux ce matin, j'étais à poil dans mon lit, peinant à savoir où j'étais, mes vêtements pliés sur un fauteuil. Ischia, le 29 juillet 1970. Maria, je suis montée avant tout le monde et je t'écris au son des pêcheurs de perles de Bizet. Si je t'adresse ce mot, c'est que j'ai fait une petite attaque il y a quelques jours, mais rien de grave. On me dit de me reposer sérieusement désormais et de lâcher les cigarettes. Quand je pense à Amour à Venise, je me dis qu'un garçon de 15 ans est une glaise à modeler, une jeune plante que l'on est encore en mesure de faire pousser droit ou de travers, mais que je me suis sans doute lassé. C'est ce que dit Valmont dans Les Liaisons dangereuses. On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature, ce n'est pas ma faute. Tokyo, le 10 novembre 1971. Maman, arrivée il y a 5 jours maintenant pour la promotion du film, je suis déjà épuisée, mais n'arrive pas à dormir. On m'a donné des pilules, peut-être que ça va m'aider. Enfin, j'espère, je vais vite voir. J'écris cette lettre avant d'aller me coucher. Il est 1h du matin ici et je dois me lever dans 5, alors je perds du temps pour en gagner. J'ai fini mes devoirs. Tous les soirs, je retourne dans ma chambre avec une pile de posters à dédicacer. Les jours s'enchaînent à plein d'endroits. Interviews, tournage de spots de pub pour je ne sais quel produit, lessive et voiture. Je n'avais même pas à dire quoi que ce soit, comme de toute façon je ne parle pas japonais. Mais il fallait que je bouge les lèvres pour qu'on puisse me doubler. Et enregistrement d'un disque de chansons. Tout était prêt. Je n'avais qu'à poser ma voix en anglais. On m'assoit, on m'examine, on accourt vers moi dans les coulisses avec des brosses pour me coiffer, du maquillage pour me poudrer. Je détestais déjà ça pendant le tournage. Des vêtements pour me changer, tout au pas de course. Je ne me reconnais jamais. Certains Japonais ne savaient pas que les cheveux blonds existaient. Les gens ne me parlent pas, mais certains pleurent, me prennent en photo. On me demande si je suis réelle, si je suis un ange. On s'occupe pour moi de dégager Manu Militari plusieurs fois par jour, les paparazzis qui nous suivent et ne me surprennent plus. On m'a dit qu'on allait me sculpter mon visage dans la pierre et s'en inspirer pour un manga. On m'a dit que j'étais un Bishonen, un jeune garçon à la beauté idéale. Un mot que l'on associe aussi aux mecs qui s'aiment entre eux. Tu te rends compte ? Björn, si je t'écris cette lettre que tu ne recevras pas, celle-ci comme toutes les autres, c'est pour ne pas risquer de laisser ces mots m'échapper. Voilà une prévention ou le moyen de purger ce qui me traverse. Un artiste, tu sais, n'est pas un pur esprit. Un réalisateur de cinéma ou un écrivain n'est pas un intellectuel. Il se doit de tenir un discours s'il veut s'inscrire dans la durée, mais il n'est pas né pour penser. Il existe pour sentir et faire sentir. Je me demande, après une semaine de tournage seulement maintenant, si je vais être à même de garder ma place derrière la caméra. L'ange au seul visage fendrait un bloc de marbre. Le film se construit d'un désir
Le livre en était né d'un autre. Dans les deux cas, la chose est la même, qui réside davantage encore dans le désir du désir, l'espoir que celui-ci naisse en toi. Je te donne mon film, Björn, en rêvant que tu te donnes complètement. Au fond, je ne supporte pas l'image de la vieillesse que tu me renvoies d'un même mouvement. Je vis pour toujours en adolescent, chérissant l'insolence, haïssant ma chair engourdie. Visconti était-il un voleur d'enfance, mu par la ductilité de la jeunesse? Je voudrais, Björn, nous élever jusqu'au vertige. Je t'embrasse et te tiens, de loin encore, Lucchino. Stockholm, 12 février 2023. On dit qu'on est adulte dès lors qu'on n'en veut plus à ses parents, qu'on a oublié ce qu'on avait à leur reprocher, qu'on ne s'agace plus de leurs défauts. Ça s'apprend, la mélancolie. Les enfants imitent leurs parents. Je n'y ai pas pensé en élevant les miens. C'est maintenant que je me le dis, trop tard. Aujourd'hui me reviennent les soupirs de ma mère, ses pas traînant sur le carrelage, le glissement vaincu de ses chaussons. Souvent, je me répète qu'elle n'est pas morte, mais dort seulement. Elle ne peut pas avoir vécu, et puis d'un seul coup, plus. Elle se repose dans une salle d'attente. Elle ne dort d'ailleurs que d'un œil, comme les oiseaux, et ouvre l'autre quand quelque chose l'intéresse. Quand une musique ou une discussion retient son attention, alors je lui parle. « Tu m'entends, maman ?» Elle ne répond pas, mais elle a le droit, fugitive et souveraine. Via Fleming, le 16 mars 1976. Que viennent de nouvelles luttes et de nouvelles douleurs et de nouvelles chances, et puis de nouveau les amertumes, les illusions, mais pourvu que ce soit nouveau, désintéressé et pur. Le croirais-tu? Quel terrible besoin de pureté, de limpidité, d'intelligence, de celle toutefois qui me semble la plus précieuse, je veux dire celle du cœur. Fort l'écriture, mon chéri, tout ne m'apparaît plus qu'accessoire, si ce n'est ridicule. Il en est ainsi à la fin de la recherche de la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, la littérature. Je ne vois désormais d'autres lieux où poser mon chevaleret. Tableau de l'or et de la misère, les deux joues d'un seul visage où j'ai voulu poser mes lèvres. Souvent je me désole, pleurant de n'être jamais l'égal de ceux que j'admirais, Camus, Boito, Lampedusa, Proust, au premier rang de sa cathédrale de dentelle douce, comme les plumes de Russie et de Rousseau. Si j'ai parfois fait des confessions dans ces carnets, c'est que j'ai tenté ma vie entière d'agir avec sincérité. Impensable eût été pour moi le mensonge, ce fut ma réponse à laquelle j'ai souvent repensé d'ailleurs quand on me demanda un jour à Paris une seule de mes qualités. L'honnêteté, abondait le journaliste qui me voulait le poète des pauvres. Mais alors quoi? Le Caravage dans sa course à l'abîme, Pasolini et ses anges distraits, mon père même qui nourrissait son village en embrassant la reine. Que de bêtises ont été dites, masque grossier des contradictions que l'on voulait souligner. Quelqu'un comme moi ne pouvait penser de cette façon-là ou de celle-ci. Le comte rouge n'affichait-il pas un visage arrogant et ironique? Parole de chroniqueur. Le cinéma n'est jamais de l'art, c'est un labeur, presque mortel. Mon premier film a ouvert le chemin du néoréalisme. Au fond, ce ne sont, comme tant d'autres, avant et après moi, que les intermittences du cœur que j'ai tenté de peindre. Si l'on m'a détesté ou célébré, certains n'ont fait que m'imiter. Desiderio de Rossellini est une pâle copie de Mes amants diaboliques. Une pellicule frappée de censure par le ministre de la Culture d'alors, qui me traita de dégénéré. Visconti, c'est moi. Resterai-je davantage dans les mémoires que Fellini, que je n'ai jamais compris? Leur amitié à Rossellini et lui m'a souvent rendu jaloux. N'importe, c'est à Paris
que je me suis d'abord senti accueilli. J'y ai connu le succès ici au théâtre avec Romy et Alain, dont l'inexpérience servit aux personnages. Je dus tout leur apprendre. Marcher, bouger, occuper la scène, tout. Dommage qu'elle soit une putain devait en 1971 être un triomphe, la meilleure pièce de John Ford dont j'avais moi-même dessiné les décors, inspirés de ceux du théâtre Farnèse de Parme. Alain Delon, Gassman, Mastroianni, Helmut, aujourd'hui, tous des acteurs que j'ai formés. Des jeunes gens qui avaient la splendeur en commun, une splendeur ombrageuse ou virginale. C'était il y a 15 ans, et la pièce ne fut pas comprise, pas même des critiques de la Ville Lumière. Peut-être allais-je trop loin, sans doute avais-je de l'avance. Un frère aimait sa sœur, Giovanni aimait Annabella, et les menait à leur mort, Eros donc Thanatos. Le courage comme le génie de Ford sont oubliés, il n'est de juge plus cruel que la postérité. Björn, lui, parlait peu, semblait au fond ne pas comprendre ce qu'il faisait. Quand le doute me venait, un autre acteur aurait-il été meilleur que lui? Il était aussitôt chassé par ce sentiment rare et grave d'admiration. Il me semblait aussi, mais peut-être me trompais-je, que j'étais avec lui plus tolérant qu'avec les autres. Lentement, je me laissais aller à marcher dans les pas d'Aschenbach. J'étais ce vieux musicien foudroyé par le miracle de Ganymède, un dieu métamorphosé emportant vers l'Olympe le plus beau des mortels. Stockholm, le 31 août 2023. L'artiste est un chasseur œuvrant dans l'obscurité. On avait interrogé Visconti à propos de cette phrase d'Aschenbach. À qui le vieux musicien faisait-il référence? À lui seulement? Ne pouvait-on deviner en creux le portrait de son créateur? Vous pouvez la mettre au compte de qui vous voulez, avait balayé le maître d'un éclat de rire. La question semblait ne pas en être une question rhétorique seulement, une question comme une autre à une époque qui regardait ailleurs. L'artiste, ma chérie, était un seigneur et parcourait ses terres en grand veneur. Le cinéma était son temps retrouvé. Le duc de Milan régnait sur des sujets de pellicule parés de bijoux, époussetés, poupées de chiffon et balles en carton. L'art, ma chérie, est une divinité à qui l'on devait des sacrifices. J'étais l'élu. Le garçon, choisi parmi les 1000 garçons, le visage du monde retenu. Je ne disais rien de la fierté devenue mienne. Ma grand-mère se serait gonflée d'orgueil. « Ah, tu vois que j'ai bien fait de t'y inscrire à ce casting. Qu'est-ce que je disais? J'avais raison. » Nana n'était pas de ces gens bien nés qui n'esquissent qu'un sourire en cas de victoire, habituée du succès, elle exultait. Le soulignait quand elle gagnait, n'avait pas honte de rien, nananananer. Ma grand-mère n'avait pas besoin de ma joie à moi pour savourer la sienne. Ça l'aidait de le dire à haute voix. On va aller à Venise. À Venise, elle répétait, la plus belle ville des civilisations, splendeur des splendeurs, érigée contre la boue dans les siècles et les siècles de labeur, d'intelligence et de génie. Je crois que la vie de Nana a basculé ce jour-là, le jour de l'appel de Visconti, ou qu'elle a voulu le voir comme ça. Elle m'a dit, Björn, tu as l'âge auquel on n'a pas encore emprunté son chemin. On peut encore choisir, alors voilà, c'est là, c'est le moment, et le tien de chemin sera parsemé de fleurs. J'étais heureux que Nana connaisse cette joie-là, du volet qu'on ouvre sur une mer que l'on n'a jamais vue. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de vivre la vie d'un autre, Björn Andresen, 65 ans. Bilan, carrière cinématographique de quelques films, parfois bizarres, souvent dérisoires. Chef-d'œuvre à l'âge de 15 ans, à l'ombre duquel le reste a du mal à pousser.
Je réécoute les enregistrements de mes concerts de piano. J'avais 17 ans ou 18 ans et c'était beau. C'est clair. J'ai raté ma vie. Peut-être que je veux trouver une raison à ma neurasthénie. Depuis longtemps, la sérotonine n'a plus d'effet sur moi. Comme tout, mon corps s'y est habitué. Alcool, héros, au départ c'était nécessaire. Substitut de la lumière. Je n'aurais peut-être pas été bon musicien, mais je ne vis en ce moment que dans ce mythe, celui de l'autre moi qui va et vient depuis toujours. Certains sont meilleurs que d'autres pour créer leur vie. Moi, je suis passif de l'existence. Être passif de l'existence, d'accord. Mais encore me faudrait-il l'avantage de la légèreté qui va avec. Ma passivité à moi ne va avec rien. Parfois, on lit dans des nécrologies de journalistes des phrases du genre « Un écrivain sans œuvre ». Ça marche aussi peut-être. Un musicien sans musique. Helmut, mon chéri, la facilité ennuie à mort, seul le travail épanouit. Dans Tonio Kreuger, Thomas Mann écrit « Il ne travaillait pas comme quelqu'un qui travaille pour vivre, mais comme quelqu'un qui ne veut rien faire d'autre que travailler, parce qu'il ne se compte pour rien en tant qu'être vivant, ne veut être considéré que comme créateur. » Stefan Zweig voulait quant à lui créer tant qu'il fait jour. Il n'y a que ceux qui s'abandonnent à leur labeur qui se disent paresseux. Les autres baissent le front. Je dois cet ultime effort à la littérature que je me suis attaché à filmer depuis le premier jour, depuis Obsession, tourné en 1942, grâce à la vente des bijoux de ma mère. J'ai essayé de bousculer, de raconter les défaites, raconter ceux qui n'ont pas pu. Peut-être aurais-je dû en faire moins, ne faire que l'essentiel. Puisse Camus pardonner mon étranger qu'il m'aurait fallu laisser en paix. On est si façonné par les œuvres qui nous construisent que je crois désormais que l'on ne peut être un grand metteur en scène que si l'on est vierge de toute influence, vierge de toute création avant soi. Le but de chaque artiste est de tendre vers l'innocence. Sans doute ai-je échoué sur toute la ligne, aussi me faudrait-il une seconde chance. J'ai souvent réfléchi à mon épitaphe. Aujourd'hui me revient cette phrase de Bergson à propos des personnages de Cervantes. Leurs vies sont celles qu'il aurait pu vivre s'il avait vécu 50 fois et non une seule. Je suis venu au monde il y a 70 ans, par une coïncidence scandaleuse, à 8 heures du soir, un jour des morts. Le mauvais augure m'est attaché. Partir un 17 mars sera, j'en suis sûr, plus heureux. Helmut, tu lis ces lignes alors que je ne suis plus. Je ne voulais pas que tu sois là. Ma mère est aussi partie sans rien dire et sans doute me donne-t-elle l'exemple une dernière fois. Si je t'ai aujourd'hui conseillé de prendre un avion pour Rio et rejoindre Florinda, c'est que je sais que le jour se lèvera demain sans moi. Huberta est là, qui va passer la nuit à mes côtés. Je suis certain comme je le fus, ce soir de tournage à Volterra, près de Florence. Christopher Marlowe avait raison. Qui a aimé, vraiment aimé, n'a-t-il pas aimé dès le premier regard? Tu étais là par hasard, tombé dans la rue sur le tournage de Sandra. Tu es resté alors que la nuit tombait, tu avais froid, je t'ai fait porter un châle et proposé de déjeuner le lendemain. À ma surprise, tu es venu et depuis tu es resté. J'ai su que je ne voudrais jamais te quitter, je te l'ai dit. Tu ne pris pas peur, mais parus au contraire amusé, séduit par l'audace que l'on revêt trop souvent des habits de la folie. J'avais promis à d'autres avant toi, mais j'étais souvent parti. J'en ai aimé d'autres après toi, mais je sais que toi aussi. Si je n'ai jamais pu l'oublier lui, c'est que l'amour fut impossible, tu l'as compris. Je te demande maintenant de détruire les lettres de la valise, les lettres que j'écrivais le soir, dans la nuit de la lagune,
la lueur de la lune m'offrait ce que le jour refusait. Un jour, quand à ton tour tu seras vieux, s'il te plaît, reviens et jette mes cendres dans la baie de Naples. Maintenant, c'en est assez. J'ai donné à mon nom, un jour juste et sérieux. Je porte mon regard vers ses yeux couleur de l'eau. Stockholm, 1er septembre 2023. Repassais hier soir à la télé Bellissima. Je ne l'avais jamais vu. J'ai toujours plus ou moins évité les films de Visconti, bien qu'il m'ait lui-même parlé de celui-là, sorti en 1951. J'ai compris pourquoi il avait tenu à me le raconter le premier soir dans sa chambre d'hôtel du Grand Hôtel des Bains. Maddalena Cecconi vit dans un quartier pauvre de Rome avec sa fille et son mari qui la bat. Un jour, le ciel s'éclaircit lorsqu'elle apprend la nouvelle. Le grand metteur en scène Blasetti cherche une fillette pour le rôle principal de son nouveau film. Anna Magnani incarne l'Italie tout entière aux sorties de la guerre. Une volonté de faire, la volubilité nécessaire à la survie. Anna Maddalena se ruine pour que sa fille soit la mieux coiffée, la mieux habillée, paye un escroc qui lui promet la réussite et assiste en cachette au visionnage des essais de sa petite Maria. Une jeune employée des studios la met en garde. Tant de gens ont mal fini, pensant qu'ils réussiraient dans le cinéma. Face à la caméra, l'enfant n'est pas à l'aise, ne peut chasser son cheveu sur la langue et alors qu'elle récite un poème sur Venise, éclate en sanglots. Le réalisateur et son équipe sont hilars. Maddalena perd ses illusions sur le champ et refuse finalement, alors que Maria est retenue pour le rôle, de la laisser faire du cinéma. Une fois rentrée chez elle, Maddalena s'attend à ce que son mari la frappe de nouveau, l'accuse d'avoir tiré un trait sur les 250 000 lires offertes par le film. Or, il l'étreint et l'embrasse. Sur la dernière image, Maria s'est endormie, une perle de sueur glisse sur son front. Il est tard, on entend chuchoter sa mère. Ne réveille pas l'enfant. A-t-on seulement oublié que les enfants, au matin, se réveillent? J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, fini les cheveux longs, les mains sales et les murs noirs. Je respire le parfum de la peinture fraîche. Depuis les fenêtres de mon nouvel appartement, je peux voir le soleil se lever. Les fondations de cet immeuble, je le sens, sont plus solides. On garde ses bagages contre soi quand la terre tremble. Alors on se répète les vers, appris par cœur pour que jamais le vent ne les vole. Quel Dieu, quel boissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Le poète revoyait la glaneuse et le paysan, sa barbe d'argent comme un ruisseau d'avril, l'ange à l'ombre auguste et solennelle. À l'heure où le serpent s'éclipse, le garçon suce sa morsure. Mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière.